C'est bon. Donc ça tourne. Merci Thierry Dubois de nous accueillir à bord de la Louise. Bah merci. Je dirais que c'est ton dernier bateau que tu as construit de tes mains, mais tu en as construit pas mal. Et si on revient en arrière, ça a commencé par la Mini Transat que tu gagnes sur un bateau qui s'appelle Amnesty International. Je vois qu'il y a toujours un flyer, donc tu es attaché à ces valeurs. Raconte-nous quelques mots de ce flash sur cette Mini Transat. En fait, je travaillais déjà dans le monde de la course au large comme technicien, préparateur, constructeur. Et bon, j'avais l'opportunité d'approcher les bateaux de course. Moi, je naviguais depuis tout petit. Et l'adéquation des deux a fait qu'un jour, on m'a conseillé d'aller courir à la Mini. Et puis que j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Et puis voilà, j'ai essayé une première saison, puis une deuxième saison, au bout de laquelle j'ai gagné effectivement la Mini. Et là, j'avais pas du tout de plan de carrière. Et là, pareil, mon entourage m'a dit, maintenant que tu as gagné, tu pourrais peut-être essayer autre chose. Voilà. Alors là, c'est un peu lié aussi toujours à La Rochelle cette histoire, parce que là tu rachètes le 60 pieds de Pierre Follenfant, de Charente-Maritime, en fait, Voilà. avec lequel il avait couru et terminé, je crois, 5e ou 7e le premier Vendée Globe. Et tu pars donc avec un objectif Vendée Globe. Oui, alors au début, on l'achète avant tout pour aller courir la route du Rhum. Et pendant la route du Rhum, que je n'ai pas fini parce que j'ai eu un problème technique, je me suis dit, mais je suis bien en mer, en solo, ça je le savais déjà, je suis bien sur ce bateau, mais j'aimerais que ça dure un peu plus longtemps. Ces bateaux-là, ils sont faits pour faire le Vendée Globe, pourquoi j'irais pas au Vendée Globe, quoi. Donc voilà comment je me retrouve au Vendée Globe en 96. Mais c'était pas tout prévu, organisé, planifié. Bon, alors c'est un Vendée Globe un peu spécial, on va le faire vite. Tu pars, je crois qu'il y a une épave, alors je ne sais plus si elle est toujours là. Tu reviens, tu repars, étape au cap avec les safrans, et puis après là, c'est ce qui reste célèbre dans le monde de la course au large. Et bien tu chavires, et voilà. Tu te retrouves sur ton safran quelques heures, c'est des images qui ont fait le tour du monde, 3 jours en radeau avant d'être récupérés. Avec le recul, tout ça. Mon Vendée Globe 96-97, c'est vrai que c'est une succession d'ennuis. Effectivement, je heurte une épave 24 heures après le départ, alors que je suis en tête de la course. Je répare, je repars, je rattrape la flotte, je tape un cétacé, je casse un safran, je m'arrête à Cape Town, je répare, je repars et pour faire naufrage. Alors c'est vrai que ça paraît une succession de soucis, mais pourtant j'en garde un bon souvenir parce que c'était mon premier tour du monde, c'est la première fois que j'allais dans le sud. Tous les jours c'était quelque chose de nouveau pour moi et je vais pas dire qu'après c'est la routine, mais je peux pas ensuite sur mes autres tours du monde retrouver cette même sensation de nouveauté. Alors tu repars, tu refais reconstruire avec le cabinet d'architecture encore Rochelet-Joubert-Nivelt, un bateau, un nouvel IMOCA, un 60 pieds solidaire, et là tu repars pour une nouvelle campagne et encore un tour du monde en solitaire, Rhône Alone, l'ex-Box Challenge, ça c'était vraiment l'objectif ultime de notre projet Droit de l'homme autour du monde. On voulait le faire en 98, mais donc comme j'avais perdu le bateau dans le Globe 97, j'avais plus de bateau. On n'était donc pas prêt pour 98. Donc vraiment l'objectif, refaire le Globe en 2000 et surtout aller faire Round Alone, le tour du monde avec escale en solitaire. Pour le projet Droit de l'homme autour du monde, c'était assez logique de faire un tour du monde avec des escales. Alors, dans cette période-là, à peu près 2000-2002, tu deviens président de la classe IMOCA. Alors là, on est au départ de la 8e édition du Vendée Globe. Quand tu regardes ces bateaux, ces jauges qui évoluent, quel est ce regard que tu portes sur l'évolution de la classe IMOCA ? Alors effectivement, je me suis impliqué dans l'IMOCA, sachant que je m'étais déjà impliqué dans la classe mini avant. Voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. On n'est pas que des consommateurs, les skippers, on est aussi des acteurs. C'est une idée associative, on fait partager nos expériences, on passe le relais aux plus jeunes, c'est comme ça que j'entends que ça fonctionne. Alors, je regarde les mini comme les IMOCA en tant qu'ancien administrateur, ancien coureur. Je vois les évolutions.
qu'est-ce que je vais dire ? Globalement, je suis content des évolutions et de voir ces bateaux, ces classes vivre, se porter bien. Après, je peux émettre quelques réserves, parfois sur certains points. Moi, voilà, je suis peut-être un peu plus axé sur la sécurité. Je vais en général émettre des réserves qui concernent des points de sécurité. Mais voilà, moi je trouve impressionnant que les foils arrivent et qu'on voit des monocoques déjaugés de plus en plus. Oui, c'est une évolution. Aller contre celle-là, je pense que ça serait un peu couillon. Après, je me pose quand même la question de la fiabilité, des coûts financiers. Mais en termes purement d'évolution et de performance, oui, il fallait le faire. Ouais. Comme je dirais comme la Mini, où la jauge s'est ouverte aussi, il y a plusieurs courses dans la course. Ça reste aussi toujours possible dans les 30 bateaux. Et il y en a bien 5-6 qui partent juste avec un projet d'aventure autour du monde. Oui, il y a toujours ça et c'est tant mieux. Et si Globe perdait ça, le Globe perdrait de sa nature, de sa... Voilà, je pense qu'il faut faire attention à ne pas en faire une course d'élite. C'est pas le cas cette année. Il y a des gens qui sont pas là que pour la gagne. Voilà. Après, les innovations technologiques, le surcoût représenté par ces innovations, faut essayer de le canaliser un petit peu. On peut pas aller totalement contre. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses qui se nivellent. On pourrait dire qui se démocratisent à terme, parce que quelque part on va se dire de la même chose. Au début des mâts en carbone, il a fallu mettre un peu le pied sur le frein avant qu'il soit fiable et un peu moins cher, puis après on évolue. Il y a, c'est juste, je pense, il faut cadrer un peu pour pas que ça démarre trop vite dans une direction qui est vraiment pas bonne. Ce sont des classes open, il faut juste, faut pas que ça devienne des monotypes. Il faut que ça reste open, mais il faut encadrer un peu ce open, cette innovation, au moins dans ses débuts. Et là, je crois clairement que ce soit en Mini et en IMOCA encore plus, et sur le Vendée Globe encore plus, c'est le souci d'un peu de fiabilité, parce que ça ne fait pas crédible s'il y a qu'un tiers des bateaux qui est capable de traverser l'Atlantique sans casser. Ça c'est pas crédible. Et c'est pas du tout viable économiquement. En plus, il faut être réaliste. Il y a quand même une situation économique qui fait que si on veut que des partenaires viennent, si on veut que des jeunes coureurs puissent accéder, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, on est sur ton bateau, la Louise, que tu as construit. Alors moi, ça m'étonne toujours que tu as construit quasiment tous tes bateaux. Enfin, pas tous, mais celui-là entièrement. C'est une grande goélette qui est devenue maintenant ta maison, ton lieu aussi d'exploration, parce que tu es un marin de course au large qui continue à passer beaucoup de temps en mer. Parle-nous un peu de ce bateau. C'est quoi son programme ? Donc à l'issue de Rhône 2003, moi j'avais décidé d'arrêter la course au large et je savais que je passais à ce projet d'un bateau d'expédition polaire. C'est pas que pour moi, c'était histoire de partager, d'emmener des gens dans des régions que j'aime, naviguer dans des zones un peu loin de tout, naviguer dans des zones où il y a des montagnes parce que je pratique aussi la montagne. Donc voilà, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la course au large. Cela étant, le lien, c'est que déjà j'ai construit le bateau. C'est mon métier de construire des bateaux. Je ne sais pas encore si c'est un bateau abouti, mais l'expérience aide au fil des constructions à s'améliorer. Il y a l'idée du bateau un peu... c'était le dernier gros que je construisais. C'est mon outil de travail, ma maison. C'est pas un bateau de course pour quelques saisons. Là, c'est le bateau qui va m'accompagner jusqu'au bout. Oui. Ça fait 16 ans qu'il t'accompagne. Tu es là à chaque départ. J'imagine qu'il y a un parti événementiel, un peu de relations. Alors, il se trouve que le bateau, la Louise, je le fais travailler en réceptif au départ des courses à l'automne, puisque moi, je fais ma saison arctique. Je reviens toujours fin septembre pour repartir en mars. Donc je suis là à l'automne, ça me permet de faire ces opérations de relations publiques pour des partenaires, des coureurs. Voilà. Moi, c'est en même temps l'occasion de croiser les copains, de rester dans cette ambiance que j'aime bien, particulièrement autour du Vendée Globe. Et tu vas le suivre, ce Vendée Globe ? Ou de loin, en lisant le journal ? Ouais. Oui, voilà, en lisant le journal. Bon, après, j'ai quelques copains qui sont dedans, ça m'intéresse. Voilà. Après, je suis plus dans le monde de la course pour être vraiment au courant de tous les détails et tout comprendre.
Mais j'essaye de ne pas être totalement déconnecté. Eh ben, un grand merci de cet entretien à bord donc de la Louise. Merci.